Bonjour Sophia, bonjour William. Bonjour, Bonjour, salam alaikum. bonjour Et bien, William, bonjour. bonjour, salam alaikum. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous psycho quotidien à la bonne heure. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 11 heures à midi, en compagnie de mon amie, de ma sœur. Je le dis à chaque fois, aussi jolie qu'intelligente, Sophia. Sophia, salam alaikum, bonjour. Mais Avec nous. aussi, mais aussi de notre acolyte de toujours, notre ami, celui sans qui cette émission ne serait pas possible, Abdeslam. Salam alaikum. Salam, bonjour à tous. De quoi allons-nous parler les filles? Le sujet d'aujourd'hui, Sophia, vas-y. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la personnalité borderline. Eh oui, et nous ne serons pas seuls puisque nous serons également en votre compagnie à travers vos messages et même vos appels parce que vous pouvez, vous le savez maintenant, entrer dans le direct afin d'intervenir et nous donner vos points de vue, partager avec nous vos expériences. Le désir de tous les membres de l'équipe France Maghreb 2 est de vous sortir de votre isolement et aujourd'hui, plus que jamais, nous serons à vos côtés. Ce rendez-vous à la bonne heure a pour objectif d'aborder chaque jour un thème de votre vie quotidienne, de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Alors, je pense, Sophia, que nous sommes en direct, qu'on répondra en direct aux messages de nos auditeurs et de nos Facebookers, c'est ça? C'est ça. Alors vous pouvez nous rejoindre sur la page de la radio sur Facebook, France Maghreb 2, nous écouter via l'application, via la télé, pardon, TV, Free, et bien évidemment terminer sur l'application dans le monde entier. Vous pouvez nous rejoindre, commenter, partager, donner vos avis ou poser des questions. Super, super. Donc, comme vous le voyez à l'écran, le sujet d'aujourd'hui, c'est j'ai une personnalité borderline. Un bon moyen pour grandir et pour profiter pleinement de sa vie en étant épanoui, c'est de comprendre ses réactions, ses ressentis, ses blocages, bref, de connaître sa personnalité. Souvent, à tort, on emploie le terme de caractère, mais nous, je vous le dis clairement dès le départ, nous, les psychologues, on n'emploie plus ce terme parce qu'il ne veut pas dire grand-chose. Il a quasiment disparu du vocabulaire de la psychologie scientifique au profit du terme personnalité, qui est beaucoup moins connoté moralement et moins associé à des jugements de valeur. Donc, moi, nous ne parlerons pas aujourd'hui de caractère, mais bien de personnalité. Alors, c'est quoi une personnalité? Est-ce que tu pourrais nous dire, Sophia, ce que tu sais déjà d'une personnalité dans son ensemble, généralement? Alors une personnalité, c'est ce qui concerne la facette interne d'une personne. Ouais, il y a effectivement de ça. Alors, le mot personnalité, il est dérivé du mot latin ou même du grec, persona, qui signifie le masque. Donc, la personnalité correspond à la partie visible et audible du rôle que je joue ou du rôle que nous jouons, de ce que nous donnons à voir aux autres ou même à nous-mêmes, donc en société. Et c'est bien cette conception, je vous laisserai regarder de votre côté, je ne vais pas trop développer, mais c'est surtout cette conception que Carl Gustav Jung, si vous avez déjà entendu parler de lui, c'est un médecin psychiatre qui reprend avec son concept de persona qui s'oppose au concept d'anima qui correspond à l'âme. Alors moi, je ne vais pas parler de l'âme aujourd'hui, je ne vais pas parler de ruh, je ne vais pas parler de ça du tout. Je vais parler de ce fonctionnement qu'il y a à l'intérieur de nous, de cet ensemble de processus à l'intérieur de nous qui est dynamique et qui est organisé. Alors, je vous explique. Vous voyez votre corps. Votre corps, il est constitué de différents membres. À l'intérieur, vous vous en rendez pas forcément compte, mais il y a une organisation. Il y a différents organes et ces différents organes, ils sont vivants, ils bougent, ils sont dynamiques. Et ben, c'est exactement la même chose sur le plan psychique. J'ai une personnalité parce que à l'intérieur de ma psyché, il y a différents organes, à l'intérieur de ma psyché, donc de ma personnalité, il y a différents organes qui fonctionnent ensemble, qui sont dynamiques, mais qui sont constamment à l'intérieur de moi en train d'interagir. Donc, la personnalité, c'est un ensemble de processus internes dynamiques, donc ça veut dire qui bougent en moi, et de processus qui sont organisés, parce que c'est organisé à l'intérieur de moi. Ils ont chacun une place. Donc, c'est des caractéristiques internes qui vont nous influencer.
ici, moi, je vais absolument pas parler, qu'on soit là aussi bien d'accord, parce que peut-être que nos Facebookers ou nos auditeurs se posent la question. Quand je parle de personnalité, je ne parle pas du tout de tests qui sont très connus et très à la mode en ce moment. Hein. Je vais pas parler de l'énagramme et je vais pas parler du test MBTI parce que c'est un autre sujet, c'est propre à un autre domaine qui n'est pas aujourd'hui le sujet de notre émission. Moi, je vais me baser pour parler de la personnalité et plus précisément de la personnalité borderline, je vais me baser sur notre livre de référence aux psychologues et aux psychiatres qui s'appelle le DSM-5. Donc, DSM-5, là, vous allez le voir à l'écran, le DSM-5, c'est notre Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorder. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc, c'est également désigné sous le sigle DSM-5. C'est une abréviation de l'anglais que je viens de dire. C'est un ouvrage de référence qui a été publié par l'Association américaine de psychiatrie, décrivant et classifiant les différents troubles mentaux. Même si, je vous le dis tout de suite là aussi, attention, pas de panique, la personnalité borderline n'est pas une maladie. Donc, si vous avez vu d'autres émissions, d'autres de nos émissions, j'ai expliqué que moi, dans ma lecture du fonctionnement psychique et dans l'aide que j'essaye d'apporter aux personnes qui sont en souffrance, ma référence, c'est les psychologues nord-américains et donc, je m'appuie sur le DSM-5. Alors, la personnalité rend compte de ce qui caractérise les comportements usuels d'une personne, ce qui la distingue des autres et lui confère sa singularité. Et Sophia, tu l'as très bien dit, ma personnalité, c'est ma façon d'être avec les autres, c'est ma façon de ressentir. Alors, on vous propose aujourd'hui un petit schéma que je vais te laisser nous lire, Sophia, si tu veux bien. On vous propose un petit schéma qui décrit, pour moi, il est très simple, il est très clair, il est très explicite. Alors, vous ne le trouverez pas sur Internet parce qu'il est notre création. Hein. Un petit schéma qui explique ce que c'est qu'une personnalité. Allez, on t'écoute. Alors, la cognition, c'est ma façon de... C'est trop petit. Tu peux lire l'intérieur de la bulle, William, désolé. C'est ma façon de penser le monde. Exactement. La cognition, c'est ma façon de penser le monde. Alors, ma personnalité, elle est constituée d'autres choses associées ensemble. C'est constitué de notre cognition. Donc, l'affectivité et la sociabilité. Exactement. Mon affectivité, c'est ma façon de ressentir le monde et ma sociabilité, c'est ma façon d'interagir avec le monde. On va s'arrêter quelques secondes sur chacune de ces sphères de notre psyché. Alors, ma cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et qui mettent en jeu, la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception et l'attention. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que ma cognition, comme l'a très bien dit Sophia, c'est ma façon d'interpréter, c'est ma façon de penser le monde et c'est constitué de mes pensées, de mes idées, de mon savoir. Et forcément, ce savoir, il vient de mon éducation, qu'elle soit parentale, religieuse, spirituelle ou sociale. Donc, ma cognition, c'est une somme de pensées que j'ai intégrées à l'intérieur de moi. Tu te souviens, Sophia, on disait hier que nous vivons constamment avec deux réalités. La réalité externe, ce qui nous vient de l'extérieur, et ma réalité interne, ce qui me vient de l'intérieur. Ma cognition fait partie de ma réalité interne. Tu te rappelles, on s'était donné l'exemple de la maman qui frappe son enfant. Ce qui va faire que je vais lire de façon positive ou négative ce qui me vient de l'extérieur, c'est-à-dire les situations que je vis, eh ben, ça va être ma cognition qui va le déterminer. En fonction de mes pensées, oui. Et ma cognition est déterminée selon ce que j'ai vécu dans ma vie de l'extérieur, ce qu'on m'a apporté depuis ma plus tendre enfance. À préciser. Exactement. Ensuite, la cognition, comme on le disait, c'est le lieu de tous nos savoirs, de nos connaissances et donc de toutes les connaissances qu'on a pu acquérir à partir de nos expériences, comme tu l'as très bien dit. Exactement. Ensuite, ma personnalité, comme nous l'a lu Sophia, ma personnalité, elle est également constituée de mon affectivité. Et donc, Sophia nous disait que notre affectivité, c'est notre façon de
ressentir le monde. C'est aussi ce que avant nous appelions le tempérament, hein, mais nous on n'emploie plus ce terme ni de caractère ni de tempérament, sauf pour les enfants. Mais voilà, on parlera de façon prioritaire plutôt d'affectivité. Alors, mon affectivité, donc par opposition au raisonnement, c'est ma faculté à éprouver, à ressentir. L'affectivité désigne le caractère des phénomènes dits affectifs, c'est-à-dire l'ensemble des sentiments et des émotions. Alors, Sophia, est-ce que tu connais la différence, est-ce que tu sais la différence entre une émotion et un sentiment? Et t'inquiète pas, si tu connais pas la différence, c'est absolument normal puisque la plupart des personnes, des gens ne savent pas différencier une émotion et un sentiment, mais peut-être que je me trompe. Allez, je t'écoute. Je dirais que l'émotion est liée à la pensée et le sentiment est lié plus au cœur. Alors, tu y es presque. Si tu m'avais dit le sentiment est lié à la pensée et l'émotion liée au cœur, tu aurais presque tapé dans le mille. Tu y es presque, ton intuition, elle est bonne. Alors, en réalité, émotion et sentiment, c'est exactement la même chose. La seule différence entre une émotion et un sentiment, donc ça fait partie de mon affectivité, c'est mon usine, hein, c'est mon affectivité, c'est l'usine à émotion et à sentiment qui produit donc les émotions et le sentiment. Mon affectivité, elle va être à l'origine de la production à l'intérieur de mon cœur d'une émotion. On en parlait hier. Quand cette émotion, elle dure très longtemps, là, on passe au sentiment. Je te donne un exemple qui est quand même d'actualité. Je regarde les infos, nous regardons toutes les deux les infos, et puis on apprend que voilà, on regarde et puis on apprend que encore une personne hier est décédée suite à une atteinte du Covid-19. Ok. Quelle émotion tu vas ressentir? Logiquement, normalement. De la peine, de l'empathie, de la tristesse, peut-être de la peur. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas mes proches? Ça existe réellement. Exactement. Tu vas ressentir par empathie, parce que tu es empathique, hein, tu ressens avec les autres leurs émotions, tu vas ressentir de la tristesse, voire de la peur. Ok. On va discuter toutes les deux, on va se dire des blagues et puis on va rire. On va passer à autre chose. On est d'accord? Très bien. Cette émotion-là, c'est comme je le dis, c'est une émotion. Maintenant, imaginons qu'Allah vous en préserve, qu'Allah t'en préserve et préserve tous nos auditeurs et tous nos spectateurs, tous nos téléspectateurs. Imaginons maintenant que cette information, elle nous annonce que la personne qui est décédée, c'est quelqu'un que nous connaissons, que nous avons dans notre entourage, dans notre environnement. Là, ça va être difficile de passer à autre chose. Cette tristesse qui va nous envahir, elle va durer dans le temps. Et c'est exactement ce que tu disais. Pourquoi elle va durer dans le temps, cette émotion? Parce que on va y penser. On va pas pouvoir passer à autre chose. Et donc, une émotion qui dure dans le temps, c'est ce qu'on appelle un sentiment. Et souvent, ce qui nous embête, ce qui nous handicape, ce n'est pas nos émotions, puisqu'on les ressent et elles partent très vite, c'est les sentiments qui nous habitent. Et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Et on en parlera tout à l'heure de la personnalité borderline. Elle a constamment des sentiments qui sont très compliqués, très difficiles à gérer. Donc, je reviens sur ce que nous disions par rapport à l'affectivité. L'affectivité, c'est l'ensemble de mes sentiments, de mes émotions, mais pas que. C'est aussi le lieu de la naissance de mes besoins. Ça, là aussi, on reviendra dessus. Hein. Le besoin, c'est tout ce dont je manque. Ensuite, troisième sphère de ma psyché, ma sociabilité. Alors, c'est quoi la sociabilité, Sophia? C'est le fait d'être ouvert au monde extérieur, de parler, d'être dans le contact, tout ça, tout ça. Exactement. C'est ma façon d'interagir avec le monde. Donc, ma sociabilité, c'est l'ensemble des relations interpersonnelles entre les personnes. Tout ce que je vais créer, tout ce qui va me mettre en lien, c'est mon style de communication, c'est mes attitudes, c'est mes comportements, c'est ma façon d'interagir. Donc, de façon un peu plus précise, la sociabilité, c'est l'existence entre personnes de relations sociales réelles, de relations qui ont été choisies et qui sont réciproques entre les individus. J'ai pas forcément une bonne sociabilité si je parle à n'importe qui, mais je crée pas du lien. Il faut qu'il y ait les dimensions lien, en fait, là, qui apparaissent. Donc, on a tous une personnalité. Par contre, on n'a pas tous un trouble de la personnalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon la communauté scientifique, selon les psychologues et les psychiatres, et selon le DSM-5, le livre que je présentais, dont on parlait tout à l'heure, on considère que ces trois sphères de notre psyché
additionnés ensemble, vont donner 10 types de personnalités que je vais présenter. Alors, on peut potentiellement avoir une personnalité borderline, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura un trouble de la personnalité borderline. Est-ce que tu penses connaître un petit peu la nuance, Sophia, entre avoir un trouble de la personnalité et avoir une personnalité? Alors, avoir une personnalité est propre à tout le monde. Tout le monde est constitué d'une personnalité différente qui lui appartient. Avoir un trouble de la personnalité, ça va être déjà beaucoup plus spécifique, selon la personne, selon son vécu, selon son passé, selon ce qui l'a formé. Ouais. Et en plus de ça, ce qui fait qu'on passe de la personnalité au trouble de la personnalité, c'est quand ma personnalité, elle est source de souffrance. Quand je souffre de ma façon de penser, quand je souffre de ma façon de ressentir et quand je souffre de ma façon d'être avec les autres, là, on parlera de trouble de la personnalité. Quand il y a une altération de mon fonctionnement cognitif, affectif ou social, là, on parlera de trouble de la personnalité. On parle de trouble de la personnalité quand on a cette douleur, ce mal-être qui apparaît déjà à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. C'est une personnalité qui va dévier de façon durable par rapport aux attentes, au code culturel de la personne. Donc, dans une même société, dans une société donnée, je pourrais laisser paraître que j'ai un trouble de la personnalité et pas dans une autre. Parce que ma façon de penser, par exemple, un psychologue lambda, entre guillemets, pourrait penser que vous avez un trouble sur le plan cognitif, vous avez une façon très paranoïaque d'interpréter le monde, alors qu'en fait, dans une autre culture, on ne dira pas que vous êtes paranoïaque, on dira que c'est votre religion, que c'est votre code culturel, que c'est normal. Donc, je pourrais être très joyeuse, très extravertie, et dans la société dans laquelle je vis, on dira que c'est normal. Et dans une autre société beaucoup plus pudique, type, je ne sais pas, les sociétés asiatiques, on pourra considérer que vous avez un trouble de la personnalité parce que c'est pas normal d'exprimer des émotions de cette façon-là. Donc, il faut, pour qu'on puisse parler de trouble de la personnalité, que ça n'ait aucun lien, aucun rapport avec votre environnement culturel. Ensuite, on parle de trouble de la personnalité quand ça dure dans le temps et que ça gêne la vie de la personne dans ses situations personnelles et dans ses situations sociales. Alors, avant de te redonner la parole, Sophia, je voudrais juste dire une petite chose. Attention, là, je vais vous parler d'une chose que j'ai vécue moi quand j'ai commencé mes études de psychologie. Et sûrement que les personnes qui font des études de psychologie, qui nous regardent, ont dû ressentir la même chose ou vivre la même chose. Quand on lit des descriptifs, des caractéristiques, des symptômes, par suggestibilité, on a tous l'impression de se retrouver dans ce qu'on lit. Et donc, on aura tendance à s'auto-diagnostiquer et à se dire qu'on a telle ou telle personnalité ou tel trouble de la personnalité. Attention, seuls les psychologues et les psychiatres sont habilités à poser un diagnostic. D'autant plus que pour la personnalité borderline, et Sophia, tu vas nous la présenter, pour la personnalité borderline, d'autant plus que avec la dépression et d'autres choses. C'est très difficile à percevoir et à identifier. Exactement. Sans l'aide d'un professionnel. Exactement, c'est très difficile de poser le diagnostic d'un trouble de la personnalité en règle générale pour plusieurs raisons. D'abord, parce que certains troubles de la personnalité présentent des points communs avec d'autres troubles de la personnalité. Ensuite, c'est difficile de diagnostiquer un trouble de la personnalité, c'est-à-dire que je souffre de ma façon de penser, de ressentir ou d'être avec les autres, parce que les modes de fonctionnement, bien souvent, ils ne sont pas reconnus par la personne. C'est-à-dire que la personne n'a pas conscience, en fait, de ces fonctionnements qui sont dysfonctionnants. Souvent, on est dans une forme de déni. Ensuite, autre raison pour laquelle c'est difficile de poser les diagnostics, c'est parce que, à l'inverse, certaines personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi quand je faisais mes études de psycho, à l'inverse, on va pouvoir se reconnaître trop facilement dans certains symptômes, dans certaines caractéristiques. On va les surinvestir alors qu'en réalité, on ne les a pas vraiment, on ne les vit pas véritablement de façon chronique, durable, intense dans le temps. Donc, là, cette émission, elle a pour objectif, nous avons le désir, Sophia et moi, vraiment de vous informer, de vous faire prendre conscience, mais c'est
pas, même si Sofiane va nous présenter un diagnostic que tu nous as trouvé et qui est très bien, c'est pas pour autant que vous pourrez poser un diagnostic. C'est simplement pour se dire, ok, peut-être que je me retrouve dans certaines choses, donc il faudrait peut-être que j'aille y voir un peu plus loin. Alors, le DSM, donc le DSM-5, le livre dont on parlait tout à l'heure, il considère, il a identifié, nous, les psychiatres et les psychologues ont identifié qu'il existait 10 troubles de la personnalité. Ces 10 troubles de la personnalité, je ne vais pas vous les citer pour gagner un peu de temps. Par contre, je vous invite à les regarder ou on les mettra en commentaire. Si tu veux bien par la suite, tu nous les mettras en commentaire. Les 10 troubles de la personnalité existants qui sont reconnus par la communauté scientifique. Et parmi ces 10 troubles de la personnalité, paranoïaque, schizoïde, schizotypique, antisocial, évitante, narcissique, dépendante, etc., il existe le trouble de la personnalité borderline ou état limite. Hein, c'est la même chose. Tu vas nous en parler tout de suite, Sophia. On t'écoute. Alors, le terme borderline, d'abord, signifie limite ou près du bord. Et il ne date pas d'hier. Il a commencé à apparaître à la fin du 19e siècle sous la plume de Charles Hamilton, psychologue, psychiatre américain à la fin du 19e siècle, comme je l'ai dit, où il y voit plutôt une structure psychique particulière entre névrose et psychose. Mais ça, tu auras l'occasion de développer légèrement plus tard. Alors, les origines des borderline, généralement, c'est des théories qui se suivent mais ne se ressemblent pas. La majorité des psys évoquent des difficultés dans les interactions précoces mère-enfant lors des premiers mois de vie. Soit la maman est trop anxieuse, soit la maman est trop envahissante et elle empêche donc l'autonomie du bébé, ou au contraire, elle est déprimée, baby bloom, baby blues. Elle ne peut pas s'occuper de son enfant. Du coup, les séparations et les abandons aussi, voire une maltraitance, psychologique ou sexuelle dans la petite enfance pourraient aussi provoquer le trouble de la personnalité borderline en grandissant. Le kaléidoscope des symptômes du borderline semble faire à l'heure actuelle l'unanimité chez les psys. Tu pourras me corriger si je me trompe, William. Mais dans les grandes lignes, ça va donner une instabilité affective qui se traduit par des réactions émotionnelles excessives, voire des colères. Une faible estime de soi, malheureusement, des troubles qui entraînent de l'identité, des troubles qui provoquent un vide, un sentiment de vide et d'abandon à l'intérieur même de l'identité, ainsi que des angoisses et la peur d'être abandonné. Lorsque l'angoisse devient intolérable, voire incontrôlable, il peut survenir des comportements addictifs, comme la drogue, l'alcool, la boulimie ou l'anorexie. Et ça donne donc des comportements à risque, voire pour la personne concernée, ou à l'opposé, à contrario, la personne peut être hyperactive, excitée, toujours pleine de vie, remplie, tout ça. La personne qui a un trouble de la personnalité borderline peut aussi se mutiler elle-même et faire des tentatives de suicide, car elle est souvent dépassée par le méandre des émotions internes qu'elle subit. Exactement. Du coup, je voulais prendre comme exemple une personnalité connue de tous qui est borderline et qu'on ne savait pas forcément, Marilyn Monroe. En 1955, à l'aube de ses 30 ans, elle a écrit à une lettre à un de ses amis et elle a dit « En tant que borderline, je ne peux m'intéresser qu'à un autre borderline. » Marilyn Monroe dévoile ses doutes, sa fragilité à travers des lettres, des poèmes et des notes. On peut noter chez elle une stabilité émotionnelle avec de fortes angoisses d'abandon et des moments où elle disjoncte. De plus, elle est dépressive, très accro aux médicaments et elle multiplie les tentatives de suicide. On peut donc confirmer qu'elle fait bel et bien partie des borderline. Eh oui. Et oui, c'est une des personnalités très connues qui souffre malheureusement qui a souffert malheureusement de ce trouble, effectivement. On en a d'autres, hein. On en a d'autres de personnalités borderline qui ont un petit peu brûlé leur vie. On a Amy Winehouse, par exemple. On a James Dean. On a énormément effectivement d'autres personnalités qui, moi je le dis à chaque fois. Et je sais que tu vas me rejoindre, Sophia, dans ce que je vais dire. Moi, je le dis à chaque fois, cette personnalité, c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut bien en faire. Comme elle peut nous amener à être la meilleure version de nous-mêmes, à vraiment faire de très, 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 très grandes choses dans notre vie, comme elle peut nous amener. Excuse-moi de t'interrompre, mais je dirais carrément que la personnalité borderline, ça peut être carrément un don, comme une malchance. C'est à vous, personne concernée, de savoir comment vous voulez utiliser ça. Parce que dans le bon, vous allez exceller, dans le meilleur,
comme dans le pire. C'est vraiment à vous de déterminer quelle voie vous voulez choisir. Le nota bene précisé avec ce type de personnalité, c'est que la plupart du temps, elles-mêmes, dans leur tête, elles se mettent leurs propres limites, justement à cause de la perception extérieure qu'elles ont des autres et de leur passé. Mais dès qu'elles comprennent et qu'elles arrivent à désamorcer la vie extérieure et donc ce qui se passe à l'intérieur, tout peut changer et tout peut devenir magique. Exactement. Elles ont une force, c'est ce que on se disait tout à l'heure en aparté, c'est que vraiment la personnalité borderline, elle a une force à l'intérieur d'elle qui est incommensurable, qui est immense. Cette énergie, cette puissance qui est à l'intérieur d'elle, soit elle la laisse à l'intérieur d'elle, elle va imploser, elle va se détruire, soit elle décide de s'en servir et elle peut faire d'énormes choses dans sa vie, de très grandes choses dans sa vie. Elle peut vraiment être un modèle, elle peut vraiment être un guide, elle peut vraiment faire de très très belles choses, elle peut assouvir tous ses besoins et satisfaire ses rêves si elle s'en donne le droit. Oui. Pour résumer, elle peut juste péter les scores, cette personne-là. Exactement. Sur tous les fronts et dans tous les sens du terme. Autant elle va se nuire à elle-même, être très triste et déprimée, mais dès qu'elle aura compris qu'en fait, c'est une bombe atomique dans sa tête, alors là, c'est parti, c'est la fête. C'est exactement ça. Alors, si tu veux bien, Sophia, si tu es d'accord, pour que nos auditeurs, mais aussi nos Facebookers puissent s'y retrouver un petit peu et puissent eux aussi se positionner par rapport à cette personnalité, on va te laisser nous lire un questionnaire qui permettra à nos auditeurs, à nos Facebookers, donc pardon, de se positionner par rapport à cette personnalité limite. Alors, en sachant juste, avant de te laisser la parole, en sachant juste que il suffira de se retrouver dans au moins 5 des caractéristiques que tu vas présenter pour qu'on puisse suspecter, on n'est pas dans le diagnostic, on puisse suspecter une personnalité et ta limite. Donc, ce test que tu vas nous présenter, il est là pour informer, pour favoriser la réflexion et non pas, j'insiste, non pas pour l'autodiagnostic. Si vous avez des difficultés sérieuses à vous adapter, il ne faudra pas hésiter à consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir un score définitif. Puisque moi, je le dis, quand je reçois des patientes en consultation, on a à notre disposition un autre test, voire d'autres tests qui nous permettent de pouvoir dire de façon claire et affirmer que la personne présente bien un trouble de la personnalité italienne. On t'écoute, Sophia, excuse-moi. Je me sens souvent déprimée et anxieux, et cela peut varier très rapidement d'un extrême à l'autre. Je me sens très souvent vide. Je me sens souvent en colère ou irritable, et ce, souvent en réaction à des relations où je contrôle difficilement mes émotions. Parfois, lors de stress intense, j'ai l'impression que le monde est trop bizarre ou que je deviens moi-même trop bizarre. Ces observations sont relativement stables au cours du temps et présentes dans la plupart des situations de ma vie. Ces observations ne sont pas ce qui est attendu par le groupe de personnes avec qui je vis. Ces observations ne sont pas l'effet de l'utilisation d'une substance ou d'un médicament, ni non plus l'effet d'un autre trouble médical physique ou psychique. Ces observations me font souffrir ou m'empêchent de fonctionner de manière optimale. Hop. Excusez-moi, le temps de charger, la Wi-Fi elle rame un petit peu, les aléas du confinement. Je fais des efforts effrénés pour éviter les abandons. Ces abandons peuvent être réels et parfois je peux les imaginer moi dans ma tête. Les autres disent que je me fais souvent des films. J'ai des difficultés dans mes relations. Celles-ci sont souvent instables et intenses. J'ai l'impression d'être hypersensible à ce que les autres peuvent dire de moi. Mes relations sont marquées par une intimité parfois très grande mais instable et avec beaucoup de conflits. Je me pose régulièrement des questions en rapport avec mon identité. J'ai des difficultés à l'image de moi claire, mon rapport à mes aspirations professionnelles, mon orientation sexuelle, pardon. Je suis parfois sujet à l'impulsivité et cela entraîne des conséquences qui peuvent m'être dommageables, que ce soit dans des dépenses excessives ou dans ma vie sexuelle ou dans l'utilisation de substances toxiques ou toxicomanie, dans la conduite automobile dangereuse ou dans des crises de boulimie. Dit autrement, je suis toujours dans l'extrême et je me mets en danger assez souvent. C'est ça. Je suis parfois sujet à des comportements menaçant mon intégrité physique, conduisant parfois à me blesser, que ce soit en parole ou en menace ou en acte. À vous les studios.
Exactement. Et il suffit d'avoir 5 de ces caractéristiques, de ces critères-là pour qu'on puisse suspecter une personnalité état limite. Alors, moi, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'une personnalité état limite, elle soit considérée comme entre deux états, à la frontière de deux états, c'est-à-dire entre la névrose et la psychose. Alors, historiquement, dans les années 1900, on distinguait deux états psychiques. On parlait de névrose, et dans la névrose, on retrouvait à ce moment-là toutes les phobies, toutes les peurs. On y mettait également toutes les formes d'hystérie ou de névrose obsessionnelle, tout ce qui est troubles obsessionnels, compulsifs, les TOC. Voilà. Et on distinguait un autre état psychique qui s'appelle psychose. Alors, je vois à l'écran borderline ou bipolaire, quelle différence? J'en profite, Sophia, je vais répondre à cette question parce qu'elle est extrêmement importante et je veux vraiment que pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, je veux vraiment que ce soit clair. Je vais vous donner un exemple d'une patiente qui est venue me voir en consultation et qui m'a, alors je vais bien sûr dissimuler son identité, qui est venue me voir en consultation et qui m'a expliqué que elle a assisté à l'enterrement de sa grand-mère et ça s'est pas très bien passé parce qu'à l'enterrement de sa grand-mère, elle n'arrêtait pas de chanter, de danser, elle était extrêmement joyeuse, elle était très heureuse de voir sa famille, elle embrassait tout le monde, bref, elle avait énormément d'énergie et elle était voilà, vraiment dans une explosion émotionnelle. Ok. Cette personne-là, sa réaction, l'expression de ses émotions était inadéquate, n'était pas en cohérence avec la réalité externe. Ça ne justifiait pas qu'elle puisse être aussi heureuse et joyeuse, puisque justement, il s'agissait quand même d'un enterrement. D'accord. Quand il y a un décalage entre ce que je ressens et ce que je vis, là, on parlera plutôt, même si on parle plus de bipolarité maintenant, on parle de troubles schizo-affectifs, on parlera plutôt de bipolarité. C'est-à-dire que mes émotions n'ont aucun rapport avec ce que je vis. La borderline, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça. La borderline, c'est le contraire. Elle va ressentir de façon trop intense des émotions, mais qui sont en adéquation avec ce qu'elle vit. Donc, si c'était une borderline qui avait assisté à l'enterrement de sa grand-mère, elle serait effondrée. Elle aurait été en train de pleurer chez les autres. Elle aurait été peut-être même dans l'obligation d'être hospitalisée, tellement la douleur ressentie, elle est intense. Le borderline, il surréagit. Le bipolaire, il ne réagit pas de façon adéquate. D'accord? Le borderline est toujours dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Il n'a pas de juste milieu, en fait. Et là est tout le travail à faire, trouver le juste équilibre. Alors, moi, je me reconnais dans 5, mais je sens que ça depuis 8 ans. Tout va dépendre de l'âge que vous avez, puisque on considère que c'est dès l'adolescence et jusqu'à 35 ans que la personnalité état limite va être dans l'état le plus, dans la phase la plus exacerbée du trouble, de la douleur, du trouble de la personnalité. Alors, donc je reviens simplement par rapport à la question de la névrose et de la psychose. Donc, on considérait dans les années 1900 qu'il y avait deux états psychiques, deux états. Il y a la névrose et la psychose. Je vous donne un exemple pour que ce soit bien clair pour vous. Comme je le disais, comme nous le disions tout à l'heure, Sophia, on a deux réalités qui sont constamment en train d'interagir ensemble. Il y a ma réalité interne et il y a la réalité externe. Ma réalité interne, elle va me permettre d'interpréter ce que je vis, de ressentir ce qui me vient de l'extérieur et d'interagir avec ce qui vient de l'extérieur. Mais il arrive parfois que je ne fasse plus la différence entre ce qui est à l'intérieur de moi et ce qui me vient de l'extérieur. Là, dans ce cas-là, on parlera de psychose. C'est-à-dire, quand mes pensées, je suis sûre que c'est les bonnes. Quand mes émotions n'ont plus aucun rapport avec ce qui me vient de l'extérieur. C'est pour ça qu'on parlait aussi de psychose maniaco-dépression quand on parlait de la bipolarité. C'est qu'il n'y a pas de rapport entre ce que je ressens et ce que je vis. Et quand ce que je dis, quand mes attitudes, quand mes comportements n'ont aucun lien, aucun rapport avec ce que les gens me disent, avec ce que la réalité externe me propose, là, on pourra parler de psychose. Je donne un exemple très explicite. Quand vous dormez, quand vous êtes en train de dormir et que vous êtes en train de rêver, si moi, je viens, si toi, Sophia, tu es en train de dormir et je viens et je te dis, Sophia,
Sophia, réveille-toi. Toi, en bonne névrosée que tu es, tu vas intégrer, pour rester à l'état de sommeil, tu vas intégrer dans ton sommeil, dans ton rêve, ce stimulus, ces stimuli que je te fais. Donc, tu vas rêver que quelqu'un te pousse ou que quelqu'un te dit de sortir de tel ou tel endroit. Bref, tu vas l'intégrer dans ton sommeil. OK. Mais si tu te réveilles et que tu continues à rêver, même si tu es éveillé, mais tu restes dans ton rêve, c'est-à-dire que tu vis à l'état d'éveil tes rêves. Là, on parle de psychose, puisque le psychotique, même si on lui dit réveille-toi, il n'est pas en capacité, surtout quand il fait une bouffée délirante aiguë, il n'est pas en capacité de se réveiller, de revenir au réel. Il vit à l'état d'éveil tes rêves. Donc, ça sert à rien d'essayer de le forcer à se réveiller. Il est dans son rêve, il est dans son rêve. C'est à vous de vous adapter pour rentrer dans son rêve. Et souvent, les psychotiques font des cauchemars. Souvent, eux, leurs rêves, ils sont pas très agréables. Donc, on essaye d'être le plus sécure et le plus apaisant. Bref, je reviens sur la personnalité état limite. Moi, je suis un peu embêtée. Je suis un peu dérangée avec mes 12 années d'expérience, avec les patientes que je reçois qui présentent une personnalité état limite. Je suis un peu embêtée avec cette idée que elles sont dans l'entre-deux entre la névrose et la psychose, c'est-à-dire à la limite de la folie. Je suis pas d'accord. Elles ne sont pas à la limite de la folie. Elles ne deviendront jamais, jamais, jamais folles. Qu'on soit bien d'accord. Par contre, effectivement, dans leur mécanisme psychologique, dans ce qui se passe à l'intérieur d'elles, je dis elles parce que c'est essentiellement et c'est majoritairement les femmes qui présentent cette personnalité-là, dans leur fonctionnement psychique, dans leur fonctionnement cognitif, affectif et social, on va voir qu'il va y avoir des mécanismes, c'est-à-dire une façon de fonctionner pour leur psyché que l'on retrouve dans la psychose et d'autres que l'on retrouve dans la névrose. Mais on dédramatise, elles ne deviendront jamais psychotiques. Elles ne sont pas à la limite de la folie, j'insiste, elles ne le seront jamais. D'accord? Alors, il y a une chose, par contre, que la personnalité borderline va présenter, qui peut leur donner le sentiment qu'elles sont à la limite de la folie, mais j'insiste sur le fait qu'elles ne le seront jamais, c'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est une des caractéristiques de la personnalité borderline. Est-ce que tu sais ce que c'est que la dissociation, Sophia? Oui, attends, j'ai révisé ce terme la semaine dernière. C'est quand il y a un trouble, un écart entre la réalité concrète que je perçois et celle que j'interprète à l'intérieur. Ça se rejoint, mais ça va pas être de la même puissance. C'est ça, il y a un décalage. La dissociation, c'est un décalage. Alors, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple parce que souvent, c'est cet exemple-là qui est à l'origine du développement du trouble de la personnalité état limite borderline. Qu'Allah vous en préserve, toutes et tous, et qu'Allah m'en préserve. Si un jour, si moi enfant plutôt, j'ai été victime d'agression, si on m'a frappé, si on a frappé mon corps, si on l'a violé, si on l'a maltraité, ce corps, ma psyché, elle va mettre en place un mécanisme de défense. Ce mécanisme de défense, c'est lequel? Eh bien, ça va être le fait que mon esprit va se dissocier, se désolidariser, mettre un écart entre lui et le corps, et mon corps. C'est-à-dire, quand je vais me faire agresser, je vais dire, de toute façon, comme le disent certains enfants, même pas mal, je m'en fous, j'ai même pas mal, de toute façon, je ressens rien, je m'en fiche, ça me fait rien. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, ce mécanisme-là, il se met en place pour survivre sur le plan psychologique. C'est exactement ça qui se passe chez la personnalité état limite, chez la personnalité dans la personnalité borderline. La dissociation, on parle de dissociation lorsqu'une personne, elle va se sentir détachée de la réalité, elle va éprouver un sentiment d'irréalité, un peu comme si elle avait l'impression de quitter son corps ou d'être spectatrice, d'observer ce qu'elle est en train de vivre, mais d'avoir aucun pouvoir, aucun contrôle sur ce qu'elle est en train de vivre. Donc, c'est ainsi que des personnes, comme je l'ai dit, qui ont subi des abus sévères, ont pu apprendre dès leur enfance à développer cette capacité à se détacher de leur corps, à se distancier d'elles-mêmes. Cet état dissociatif, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent ça qui nous permet de parler de personnalité état limite, c'est souvent ça qui nous permet de trancher. Cet état dissociatif, il est très désagréable. La personne qui ressent ça, cette impression d'être détachée d'elle-même ou spectatrice de sa vie, c'est un état qui est très désagréable. Et parce que cet état est désagréable, parce que la personne a l'impression d'être à côté d'elle-même,
elle va vouloir, de façon inconsciente, elle va faire en sorte que ça cesse. Et le moyen efficace pour faire que cet état dissociatif s'arrête, ça va consister à s'infliger des blessures, à se faire du mal pour revenir dans le réel. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent chez des personnalités état limite, des scarifications, je me tape la tête contre le mur, je me mords, je me fais mal, parce que c'est le moyen qui leur permet de revenir au réel. Oui, dis-nous, Sophia. En fait, la plupart du temps, ces personnes-là ont un mal interne et ils ne peuvent pas l'exprimer ou mettre de mots M-O-T sur leurs mots M-A-U-X. Du coup, pour ressentir un minimum ou se sentir en vie, ils vont se faire du mal physiquement pour confirmer qu'il y a un truc qui va pas. Parce que vu que le psychisme, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas, ils vont se pincer, ils vont se tatouer, ils vont se griffer, j'en sais rien. Tout ça pour se sentir exister le temps d'un instant parce que la douleur est trop grosse et ça les fait se déconnecter de la réalité immédiate. Exactement. Et ça rend réel, ça rend justifiable, explicable, en fait, leur douleur à l'intérieur. Et pourquoi c'est aussi douloureux pour ces personnes? Parce que elles ont une instabilité émotionnelle, elles ont une hyper-émotivité, c'est-à-dire que je pense, je ressens, au niveau de leur affectivité, elles vont avoir une hyper-émotivité, elles vont ressentir les émotions de façon très, très intense. Alors, que ça soit aussi bien les émotions désagréables. Moi, je ne parle pas d'émotions négatives, elles sont toutes positives, nos émotions, elles nous servent toutes à quelque chose. Donc, qu'il s'agisse de sentiments ou d'émotions désagréables, comme la tristesse ou la jalousie ou la colère, que d'émotions agréables, d'émotions positives telles que la joie ou l'amour. Ces émotions, elles vont être éprouvées avec une intensité vraiment supérieure à la moyenne. Et du coup, comme c'est très, 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 très intense, elles pourront aller se faire du mal, même quand elles vivent quelque chose de joyeux, d'heureux, de positif. Elles ont eu leur bac, elles vont aller faire une crise de boulimie. Elles ont trouvé un amoureux, elles vont aller se scarifier. Ce n'est pas que face aux événements de vie désagréables, c'est aussi face à ce qui peut être joyeux. Donc, ces sentiments… Se reconnecter à la réalité et se sentir vivant l'instant présent. C'est leur façon de vivre leurs émotions. Mais c'est exactement. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Donc, l'ensemble des symptômes du trouble de la personnalité, je vais les citer rapidement, l'ensemble des symptômes du trouble de la personnalité borderline ne constitue donc pas le problème. C'est pas ça le problème. Mais au contraire, le problème, c'est la tentative que ces personnes, de façon inconsciente, elles vont chercher à mettre en place pour résoudre leurs problèmes, pour résoudre leurs difficultés. Donc, je vous disais que les états limites ont des ressentis qui durent trop longtemps et qui sont très difficiles à gérer. Mais elles n'ont pas que cette difficulté-là, bien entendu. Elles ont aussi des comportements impulsifs, des réactions excessives, sans raison apparente. C'est des personnes qui vont avoir, parce que je pense, je ressens, donc je réagis, forcément dans leurs attitudes, dans leurs comportements, elles auront des relations qui seront difficiles avec les autres, qui seront intenses ou instables. C'est des personnes qui idéalisent. Moi, c'est des personnes que j'appelle next, je le dis à chaque fois à mes patientes. Elles vont aimer de façon intense et elles vont, une fois que c'est la goutte d'eau, une fois que les personnes vont les décevoir, et ben ça va être nexté, ça y est, c'est terminé, j'en entends plus parler. Et elles sont même elles-mêmes surprises, étonnées d'avoir pu aimer de façon aussi intense un jour une personne et de l'ignorer complètement du jour au lendemain. Je précise vraiment que ce type de trouble de personnalité est réellement dans l'excès. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas juste de milieu. Et en sachant que cet excès, excuse-moi Sophia, en sachant que cet excès, c'est pas toute la vie. Ça va être un moment précis. Ça va être essentiellement, allez, en gros, entre mes 20 et 35 ans. J'expliquerai par la suite. Il y a un moment donné où, heureusement, ça se calme, ça s'atténue, ça s'apaise. Mais si une fois dans ma vie, ou en tout cas pendant au moins 5 ans dans ma vie, j'ai eu ces symptômes, là aussi, ça va être un indicateur pour se dire que peut-être il s'agit bien d'une personnalité état limite. Si je me sens parfois hystérique, si j'ai l'impression que je me dédouble, si je crie sur mes enfants, si j'ai l'impression que je deviens folle, si je me sens pas normale, si j'ai l'impression d'être un monstre, si je me fais du mal, si c'est plus fort que moi,
si je fume, si je me drogue, si j'ai des rapports sexuels avec un homme qui m'est interdit ou sans me protéger, si je ne sais pas comment m'aimer, si je ne sais pas qui je suis, si je me comporte comme une enfant, comme une adolescente, comme une gamine alors que je suis une adulte, si j'ai des envies irrépressibles de mourir, si donc je me scarifie, si je me tape la tête contre le mur, si je me tape, si je me jette par terre, si je suis à terre quand j'ai une déception amoureuse, eh ben il y a possibilité, il y a fort à penser que peut-être il y a quelque chose de l'ordre de cette personnalité. Donc, très rapidement, les psychologues, ce qu'ils retrouvaient là aussi, Sophia, on compte sur toi pour que tu puisses nous les partager en commentaire. Également, chez les personnalités état limite, on trouvera donc une peur de l'abandon et du rejet, une instabilité émotionnelle, une difficulté à contrôler ses actions, ses réactions, ses pulsions, des relations interpersonnelles très instables, une difficulté avec l'intimité, c'est les borderline, les personnalités état limite, elles donnent, mais c'est très compliqué pour elles de recevoir. Elles vont avoir le sentiment d'être étouffées, de ne pas mériter. Donc, elles peuvent se sacrifier, elles peuvent être dans l'abnégation pour les autres, mais il ne faudrait pas que l'autre le soit pour elles en retour. Et c'est des personnes, comme je disais, qui vont avoir des difficultés sur le plan dissociatif. Alors, dans certaines conditions, il peut néanmoins arriver que cette tendance à la dissociation, telle que je le disais tout à l'heure, se maintienne tout au long de la vie et se réactive de temps en temps. Je disais que c'était entre 20 et 35 ans, mais ça peut de temps en temps arriver par la suite, même au-delà de 35 ans. Tu l'as très bien dit, Sophia, sauf si tu veux intervenir et si tu veux nous lire les commentaires. Tu l'as très bien dit, l'origine de la personnalité état limite, on la situe dans l'enfance. Dès le plus jeune âge, l'adulte en devenir, dès le plus jeune âge, le borderline, on a pu noter qu'il avait vécu des traumas. Souvent, l'enfant borderline, déjà, on a des petites choses qui nous laissent suspecter. Il va avoir un problème avec les conduites. Il va avoir un trouble du comportement. Il va être agressif envers lui-même ou envers les autres. Il va présenter des symptômes dépressifs. Respecter l'autorité aussi. Exactement. Il aura des troubles du sommeil, voire des troubles alimentaires. Il faut être vraiment très attentif. Au niveau de son tempérament, de son affectivité. Oui, dis-nous, Sophia. Excuse-moi de t'interrompre, mais je voulais préciser que tout ça sont les conséquences qui découlent du blocage de la dissociation subie lors du traumatisme. Sans ça, il n'y aurait pas toutes les conséquences que William est en train de citer, pardon. Alors, si Lily Lou nous dit comment se fait-il que je parle au féminin, est-ce que ça ne concerne pas les hommes? Ça concerne majoritairement les femmes. C'est essentiellement les femmes. Alors, est-ce que c'est parce que les hommes sont très pudiques, sont très réservés, ont du mal à mettre des mots, ont du mal à aller demander de l'aide? En tous les cas, quoi qu'il en soit, nous, on considère que c'est essentiellement les femmes qui vont être touchées par ce trouble de la personnalité. Alors, je le disais, l'enfant borderline est à limite en devenir. On ne peut pas parler d'une personnalité pour un enfant. C'est à partir de 25 ans, puisqu'on considère que notre personnalité, en tout cas, on sort de l'adolescence selon l'OMS, selon l'Organisation mondiale de la santé, à partir de 25 ans. Donc, jusqu'à 25 ans, nous sommes encore des adolescents. Donc, on parle de personnalité quand on est sorti de l'adolescence, donc à partir de 25 ans. L'enfant, au niveau de son tempérament, c'est-à-dire sa façon de ressentir, sur le plan émotionnel, il aura tendance à être agité, à être impulsif, à être un peu inattentif, un peu agressif, colérique, jaloux, etc. Mais c'est encore plus difficile de poser un diagnostic pour un enfant. On ne pose pas de diagnostic pour un enfant, parce que c'est un être en devenir, en développement. Tu allais nous dire une chose, Sophia? Oui, il faut aussi penser à regarder ou faire attention à l'hyperactivité. Ça aussi, ça peut parler d'un trouble subi. Si l'enfant est toujours actif ou a trop d'énergie ou demande beaucoup d'attention, certes, ça reste un enfant, tous les enfants ont besoin d'attention, mais sachez que si c'est particulièrement un peu trop dans l'excès, on n'oublie pas, tout ce qui est un peu trop ou excès rejoint toujours la personnalité état limite. Donc, c'est que l'enfant a un mal-être ou a subi quelque chose qui l'a mis mal. Et vu qu'il ne sait pas l'exprimer lui-même, car son cerveau a dissocié, c'est son comportement qui va
l'exprimer à sa place. Bravo, félicitations, Sophia, c'est exactement ça. Étant donné qu'un enfant n'a pas accès au langage comme l'adulte, il n'a pas le même bagage langagier, il n'a pas la même conscience de ce qu'il ressent, c'est beaucoup plus difficile pour lui de mettre des mots, surtout il ne vit pas dans un environnement sécure, dans un environnement à l'écoute, et c'est souvent le cas pour les personnalités état limite, je vais le dire. Si n'arrive pas à mettre des mots, s'il n'est pas accompagné, c'est son corps, c'est sa motricité qui va être le lieu d'expression, le moyen d'expression de son mal-être. Alors, ce que l'on sait, c'est que les adultes état limite, dans leur enfance, elles ont vécu des situations douloureuses. Elles ont subi une grande négligence sur le plan affectif ou physique. Soit c'est des enfants qui ont grandi tout seuls, soit c'est des enfants qui ont qui ont reçu un style éducatif incohérent, pas stable. Quand je parle de style éducatif cohérent, par exemple, ça peut être mes parents me donnent tout matériellement, ils m'achètent tout ce que je veux, et pourtant, ils ne s'intéressent pas à mes ressentis, à mes émotions. Il y a une espèce de décalage, vous voyez, c'est pas très cohérent. C'est des adultes qui, dans l'enfance, ont vécu des séparations assez précoces. C'est des adultes qui ont eu, quand ils étaient enfants, une peur de l'abandon, réelle ou imaginaire. En tout cas, elles, parce que c'est essentiellement les femmes, elles ont eu peur à un moment donné d'être abandonnées. Soit parce que un membre de la famille est décédé, soit parce qu'un membre de la famille était malade, ou en tout cas, il y a eu une séparation à un moment donné. Souvent, ce sont des adultes qui, dans l'enfance, ont connu des carences, ont connu peut-être même la pauvreté, ou inversement, l'extrême richesse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile d'évaluer la réalité des souvenirs traumatiques de ces adultes état limite, parce que souvent, les borderline sont des personnes très suggestibles et ont tendance à exagérer ce qu'elles ont pu vivre ou ce qu'elles ressentent. J'allais dire, en fait, si je comprends bien, au début, il y a eu un trouble ou un manque quelque part, mais dans l'excès. Soit trop d'attention, soit l'enfant est trop couvert, trop protégé, donc il commence un peu à schizer, je sais pas par où me diriger. Soit au contraire, il a été trop abandonné, et enfin, comme tu as dit, matériellement, tu as tout, mais psychologiquement, tu n'as pas d'accompagnement, tu te sens seul. T'es dépassé, t'es débordé. Sans parler des abus et j'en passe, donc des états traumatiques. Exactement. Là où c'est difficile aussi, c'est que comme il s'agit de souvenirs, comme il s'agit du passé, c'est difficile d'être sûr. Vous allez me dire, ouais, mais comment moi je sais, en plus peut-être si je suis une état limite, comment moi je sais si vraiment j'ai été carencée, si vraiment, quand vous allez voir le médecin, pour qu'il pose un diagnostic, sur quoi il va s'appuyer? Il va s'appuyer sur vos symptômes pour pouvoir dire que vous avez le Covid-19 ou que vous avez une gastro. Il va vous écouter. En fonction des symptômes que vous allez lui lister, que vous allez lui dire, il va dire, il y a fort à parier, il y a fort à suspecter que vous avez telle ou telle souffrance, telle ou telle maladie. C'est exactement la même chose en psychologie. Si vous avez certains symptômes auxquels nous attendons, nous les psychologues, à retrouver chez vous, adultes, on pourra parler de trauma, on pourra effectivement parler de carence. Mais si à l'âge adulte, vous n'avez pas ces symptômes, forcément, même si vous, dans vos fantasmes, vous pensez avoir vécu telle ou telle chose, nous, on remettra ça en question. C'est vos symptômes qui sont les meilleurs garants des traumas, des douleurs que vous avez pu vivre quand vous étiez enfant. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ces dernières décennies, il y a vraiment des études approfondies qui ont été consacrées à l'étude des origines des troubles de la personnalité borderline. Et ce qui est sûr, c'est que ces recherches, ces études ont permis de démontrer de façon quasi formelle qu'une grande partie des personnes concernées par ce trouble, elles ont subi des traumatismes sévères durant leur enfance, qu'il s'agisse d'actes de violence physique, d'abus sexuels, de manque de soins, de séparation précoce avec l'un des parents. Mais bon, après, c'est pas parce que j'ai vécu tout ça que forcément je vais développer une personnalité état limite. Il faut qu'en plus, il y ait eu la rencontre d'un contexte social, d'un contexte plutôt familial particulier. Oui, dis-nous, Sophia. Je voulais te dire que malheureusement, l'heure est vite passée. Du coup, avant de passer aux questions et continuer en direct sur le live Facebook, j'aimerais qu'on termine sur les aspects positifs du borderline en passant une petite vidéo de court extrait de personnalités très connues qui vous inspirera dans des bonnes ondes. Allez.
N'essayez pas de N'essayez pas de devenir un devenir. homme. T'écoutes, Vas-y, vas-y, vas-y. Sophia. Non, vas-y. Donc, on voit à l'écran Einstein, qui a une personnalité est à limite. Qui avait une personnalité est à limite. Seule la simplicité et la vérité comptent. On ne peut les feindre, cela doit venir. J'ai mal lu la fin. Désolée. Audrey Hepburn était aussi borderline. Le rivage est plus sûr, mais j'aime me battre avec Emily Dickinson. Je voudrais tant être que j'étais quand je voulais être celui que je suis devenu. Marlon Brando aussi était à la limite. Ouais, je te dis, il faut toujours bien faire ce qu'on peut faire. Je te laisse parler, Sophie, excuse-moi. Honoré Balzac. Dieu doit aimer les gens ordinaires. Il en fait tellement. Abraham Lincoln. Tout ça pour dire que, en fait, la personnalité borderline, c'est une personnalité qui est très peu commode, mais qui est une force, en fait. Quand on sait l'interpréter, quand on sait se décoder et quand on sait s'auto-déchiffrer, on est grandiose dans tous les domaines. Du coup, pour ma part, pour nos auditeurs, je vais vous souhaiter au revoir. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, applications, plateformes, télé, dont la page France Maghreb 2 pour suivre le live. Et pour les Facebookers, on reste en ligne pour traiter toutes les questions. N'hésitez pas et on va continuer un peu plus. William, je te laisse présenter les livres à conseiller et puis après, je te laisse rendre l'antenne. Alors, juste avant ça, très rapidement, je voulais simplement dire qu'il faut avoir, entre guillemets, vécu des traumas, mais en plus, il faut que ça vienne s'ajouter à un environnement social particulier. Hein, il faut vraiment que le contexte familial dans lequel grandit ce futur borderline, ce soit un environnement qui n'est pas du tout à l'écoute des émotions, bien au contraire, des émotions, des sentiments éprouvés par l'état limite. Alors, tu nous as donné des exemples très positifs de personnalités état limite. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que le diagnostic de borderline, il est souvent révélé quand la personne a entre 25 et 35 ans lors de bouleversements affectifs ou professionnels très intenses. C'est à ce moment-là que la personne décide de consulter et donc être sûre de ce qu'elle est en train de vivre. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus de 80% des patients qui expérimentent au moins sur 10 ans une fois des symptômes de personnalité borderline s'en sortent, se remettent, vont beaucoup mieux. On sait que le risque suicidaire est très grand, puisqu'entre 9, je me dépêche, entre 9 et 10% des états limites présentent un risque suicidaire. Mais par contre, je voudrais vraiment finir là-dessus. Ce qui est sûr et certain, c'est que à partir de 40 ans, parce que vous avez, alors c'est des statistiques, à partir de 40 ans, parce que vous êtes beaucoup plus stable professionnellement, socialement, familialement, parce que vous êtes beaucoup plus stable dans votre vie, on sait que dès les scores. William, parle des livres, on est en retard. La pub va passer, on va être coupé pour les auditeurs. Dès 40 ans, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne présente quasiment plus du tout de symptômes. On ne peut pas diagnostiquer une personnalité état limite à partir de 40 ans puisqu'elle a quasiment plus de symptômes. Et je voudrais juste terminer là-dessus avant de repasser sur le direct Facebook. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans la sourate El-Kahf, la sourate 46, verset 15, il nous dit « Et quand il parvient à la force de l'âge et atteint 40 ans. » Notre Seigneur, il nous cite l'âge de 40 ans dans le Coran. Et c'est pas un âge qui est anodin, c'est l'âge de la raison, c'est l'âge de la force psychologique, c'est l'âge de la maturité. Et d'ailleurs, Anas aussi nous en parle. Donc, moi, j'aurais bien voulu quand même, si tu es d'accord, Sophia, qu'on puisse donner quelques petits conseils, peut-être, pour les personnalités état limite, si elles se reconnaissent. Moi, je suis hyper d'accord et j'aurais même passé la journée sur ce thème, mais j'ai juste peur que la pub vienne nous interrompre et que les auditeurs ne peuvent plus nous suivre. Étant donné qu'on va continuer sur le Facebook, on est aussi en direct sur le FM. C'est pour ça que je fais un petit peu la roue. Les solutions, on les donnera sur la page France Maghreb 2. N'hésitez pas à liker la page au passage. Ce qui est sûr, c'est que le traitement, le soutien, l'aide qui sera apportée aux personnalités état limite, moi je parle pas de maladie, je parle de personnalité, il est essentiellement psychothérapeutique. Si dans d'autres cas, on pouvait vous proposer plein d'alternatives,
Ce qui est sûr, c'est que dans la personnalité état limite, on n'a pas d'autre choix que de passer par une psychothérapie et souvent par une TCC, par une approche comportementaliste qui permet vraiment aux personnes en souffrance de corriger leur schéma de pensée, puisque c'est parce que je pense que je ressens, de pouvoir travailler sur leur gestion de leurs émotions et réapprendre à avoir des comportements sains et adéquates. On a d'autres panels également de thérapie qui sont appropriés. On a, je vous laisserai aller regarder, et puis peut-être qu'on pourra développer par la suite. On a la Gestalt thérapie, on a la thérapie comportementale dialectique, la TCD. Je vous laisserai là aussi y voir un peu plus au clair. On a la thérapie des schémas de Jung. Voilà, on a différentes, même d'autres thérapies même qui peuvent vraiment nous aider à sortir de la souffrance qui résulte de cette personnalité. Moi, sur quoi je voudrais finir, c'est que votre personnalité, il faut la reconnaître, il faut l'accepter et il faut l'aimer parce que elle est ce qui vous permet d'être la meilleure version de vous-même. C'est à vous de décider d'en faire ce que vous voulez. Si vous luttez, si vous n'acceptez pas, si vous ne faites pas le deuil de cette personnalité idéalisée, vous serez constamment en souffrance. Acceptez la façon dont notre Seigneur vous a créé, acceptez-vous tel que vous êtes et c'est parce que vous aimerez tel que vous êtes que vous pourrez atteindre le bonheur. Ça ne dépend que de vous. On est tous des êtres magiques, on a tous notre magie en nous, il faut juste savoir l'utiliser et se partager. Parce qu'on n'oublie pas, faire du mal à l'autre, c'est faire du mal à soi. Faire du bien à l'autre, c'est faire du bien à soi. C'est exactement ce que nous disions hier, exactement. Alors, est-ce qu'on a encore un peu de temps ou est-ce qu'on doit rendre... Alors, on est déjà en mais vu que tu es toujours dans l'abus, vas-y, gratte encore 2 minutes et balance le livre. Allez, conseil de lecture. Donc, premier livre que je vous conseille, c'est celui que vous voyez à l'écran. C'est celui que je conseille aussi à mes patientes. Pour moi, c'est notre Bible. Les Borderline du docteur Bernard Granger et Daria Karaklik. Donc, dans ce livre, il nous montre que la dégradation, la violence, l'autodestruction, c'est pas une fatalité, que des solutions sont possibles et ce trouble a même de très grandes chances d'être surmonté à condition que l'on soit bien accompagné, que l'on soit bien soigné, même s'il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un fonctionnement. Et en plus, il est très clair, il est très précis. Alors, il y a d'autres, je vais vous présenter 2 autres livres qui ne sont pas spécifiques au borderline, aux états limites, mais qui vont aider tout le monde, toutes les personnes qui ont un problème avec leurs émotions. Donc, on a ces émotions qui nous dirigent du docteur Bernard Anselm. Toutes les personnes ont connu à un moment donné, elles ont tout en commun la nécessité de devoir composer avec un trop-plein d'émotions qui sont incontrôlables et souvent rapidement responsables d'une altération dans nos interactions avec les autres. Donc, elles vont dépenser, ces personnes qui sont débordées par leurs émotions, elles vont dépenser leur énergie à tenter vainement de contrôler l'expression de leurs émotions. Elles vont ensuite culpabiliser, elles vont pas réussir à gérer leurs émotions, elles vont avoir l'impression d'être comme malmenées, comme une marionnette par leurs affects. En tentant d'éviter ces souffrances, en fait, en réalité, elles les font revenir, elles les amplifient. Quand je ne me connecte pas à mes émotions, si je les laisse pas s'exprimer, mes émotions, elles vont s'intensifier et elles vont me rendre encore plus marionnette, en fait, de ces émotions. Donc, savoir identifier et accepter nos débordements émotionnels, puis réapprendre à limiter leur effet nocif, nous permet tout simplement de changer nos vies, d'améliorer la qualité de notre bien-être et de notre rapport avec les autres. Donc ça, c'est un livre qui pourra être très utile pour les personnalités état limite, mais pas que. Également, autre livre qui nous aidera à mieux gérer nos émotions et surtout quand on est un état limite, exprimer sa colère sans perdre le contrôle de Didier Pieux. C'est également un livre qui est très utile pour les états limites, mais pas que, puisque là aussi, comprendre et maîtriser votre colère pour mieux vivre et mieux agir, c'est ce que propose ce livre. Ensuite, on a le livre Mieux vivre avec un trouble borderline de Catherine Musa. Alors, la lecture de cet ouvrage va vous donner les clés pour mieux comprendre le trouble borderline, bien sûr, ses manifestations, ses origines. Et, oui. Il est super ludique, ce livre-là. Vraiment, très simple d'utilisation, très facile, des petits exercices en accompagnement. Il est top.
Ouais, exactement. Il y a vraiment des outils qui sont proposés pour changer, pour aider l'autre à changer aussi. Donc, grâce à un travail sur les émotions, sur les pensées, sur les comportements et sur la résolution de problèmes, l'amélioration de la communication, on peut sortir du trouble, on peut sortir de la souffrance, même si vous garderez toujours cette personnalité, mais vous n'aurez pas toujours un trouble de la personnalité, comme je l'ai dit. Ensuite, avant-dernier livre, dans l'émotion d'une borderline de Alain Tortosa. Alors, j'aime bien cet auteur parce que c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur la personnalité est à limite. Dans ce livre, il prend le parti de se mettre dans la peau d'une patiente borderline et il se projette dans une dimension où le psy oserait, ou très peu de psy ont osé s'aventurer. Donc, c'est vraiment une histoire, une sorte de visite guidée dans la psyché ou les émotions que vit cette borderline, cette état limite, et qui nous permet vraiment, nous, de mieux comprendre de l'intérieur comment vivent émotionnellement les personnes état limite. Et dernier conseil de lecture, Borderline, retrouver son équilibre de Dominique Page. Donc, cette lecture, elle est intéressante parce que c'est un guide qui propose une aide établie à partir des psychothérapies validées scientifiquement. Je les ai un petit peu listées tout à l'heure. Donc, ce livre s'appuie sur toutes ces différentes psychothérapies et à travers des exemples cliniques et des conseils pratiques, Dominique Page nous offre des outils pour mieux gérer nos émotions, pour travailler sur nos pensées, là aussi, pour avoir une communication plus cohérente et plus sereine avec les autres. Donc, ce guide, il s'adresse aux personnes qui souffrent du trouble borderline, mais aussi à leur entourage qui trouvera des connaissances vraiment nécessaires pour réinteragir, pour vivre avec une personnalité état limite. Voilà. Merci, William, tu déchires. Bon, comme d'hab, tu n'as pas respecté le timing, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Du coup, pour nos Facebookers, vous restez connectés car nous allons vous donner des clés pour vivre avec au quotidien, pour essayer de limiter un petit peu les dégâts. Et pour les personnes qui ne sont pas, mais qui côtoient dans leur proche entourage ou dans leur famille ou même en amour ou en amitié, on va vous donner des clés pour les décoder, pour les interpréter, pour mieux les canaliser et pour puiser leur propre magie pour que eux-mêmes voient leur magie. Pour nos auditeurs FM, on se retrouve sur la page Facebook ou la page YouTube France Maghreb 2. Préparez vos questions et puis sinon, ça sera à demain. Pour ma part, c'est tout pour moi. Je vous dis plus de cœur sur vous, prenez soin de vous et puis je rends le micro à ma collègue William. Et comme d'habitude, nous vous souhaitons la paix du cœur, de devenir du bien et surtout n'oubliez pas, confinez mais confiants. Mais confiants. Ouah, j'ai réussi à la placer.